D'accord. Parce que là, on va dire, dans la situation actuelle, bon, vous savez qu'en France, il y a des grands mouvements qu'on appelle à la sortie de l'Union européenne de la France, hein, qui Et demandent. partout, même en Italie. Hein. Ah, même en Italie, oui, Oui. j'ai vu, oui, aussi en Italie, certains mouvements. On a vu, alors il y a un groupe, alors vous avez, je parle sous votre contrôle, vous appartenez bien au groupe Casa Pound, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Enfin, Ah, je suis. Non, non, j'ai jamais participé, jamais appartenu au groupe de Gazapam. Déjà, c'est une question d'âge, ils sont beaucoup plus jeunes que moi. oui. Puis en plus, ils ont une logique quand même de mouvement politique, qui je n'ai pas tout à fait. J'ai une vision un peu plus articulée, mais bon, je suis très proche, certainement. Et c'est l'un des rares groupes, disons, extrême droite qui sort du lot des clowns. Donc, ils sont bien intéressants pour beaucoup de choses. Oui, parce que j'ai lu qu'en plus, Casa Pound, ils vont essayer, ils ont tenté là de se présenter dans une élection, c'était les élections communales, il me semble. Mhm. Ça n'a pas trop fonctionné. Vous n'étiez pas pour, apparemment. Vous Non, pensez. ça n'a aucune importance que j'étais pour ou contre. Je ne suis pas, je Ouais. fais pas partie du. Non, j'étais contraire, mais pas pour le résultat. J'étais contraire parce que au moment où quelqu'un prend une parti, commence à être rival d'autres, et alors que je pense que le rôle qu'il jouait avant était un peu plus au-dessus de différents courants et que c'était plus intéressant. Mais c'est tout. Quant au résultat, il ne faut pas. Enfin. L'Italie, c'est pas la France. Je veux dire, en France, on vous crée un parti de pêcheurs gauchers et ils risquent de prendre 20%. En Italie, pour changer, les Italiens ont la tendance à voter utile. Pour changer un vote, il faut des choses extraordinaires. Calculer, par exemple, le Front National n'a eu pas d'élu pendant plusieurs années. Ils ont toujours été votés. En Italie, il suffit qu'un parti à centre gauche n'a pas eu élu pour qu'il soit déçu le jour après. C'est complètement différent, donc c'est pas comparable. Alors, on me demande quelle est pour vous la référence, l'Europe carolingienne ou alors un système plutôt fédéral à l'américaine ou alors même une Europe napoléonienne. C'est quoi votre Ah modèle? ben, alors Napoléon serait magnifique. Simplement, je ne vois pas Napoléon. Ah, il Je ne faudra vois pas Napoléon et je ne vois pas non plus la puissance. Non, le problème, alors, ne faut pas oublier une chose importante, c'est que il y a eu un cafouillage, d'après moi, spirituel et culturel assez long. Donc aujourd'hui, l'Europe les Européens sont culturellement et spirituellement à manque de virilité. Alors, en manque de vérité, on ne peut pas imaginer une Europe napoléonienne. Une Europe fédérale à l'américain, ça va absolument rien dire. C'est pratiquement ce que nous avons aujourd'hui. Oui. Et non, ça m'intéresse pas du tout. Une Europe carolingienne, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que ça, mon avis, bon, il faudrait déjà revoir tout le traité. Et ben, là, si vous voulez, je vous le dis, mais c'est quand même bien gentil, mais je pense pas qu'on y arrivera. Je pense qu'il faudrait faire une confédération dans laquelle on pourrait avoir des quotas différents de contrôle, par exemple, sur la banque, euh, dû par plusieurs éléments qui ne sont pas que le PIB, mais qui sont aussi la qualité de la vie, la qualité de la culture, etc. Et je pense qu'il faudrait quand même avoir la propriété unie, enfin, de propriété de peuple européenne sur la Banque européenne et sur l'européenne par l'intermédiaire de ces passages, comment dirais-je, des quotas et que la participation à la banque soit d'une logique corporatiste. Mais bon, ça quand même, c'est presque une utopie. Mais c'est quand même une ligne de tendance. Et dans cette ligne de tendance, je crois qu'il y a des axes culturels et géopolitiques qui doivent être plus ou moins comparés. Alors je pense qu'il y a un axe qui est vraiment Paris-Berlin, qui est fondamental et qui doit forcément regarder plutôt à l'Est qu'à l'Ouest, non parce qu'il y a des possibilités de rupture avec l'Ouest, parce que les États-Unis n'ont jamais été si forts dans leur histoire, mais parce qu'au moins, si on regarde à l'Est, on peut essayer de contrecarrer, et parce que
que la géographie le demande. Je pense qu'il y a aussi un mythe européen qui va de Budapest à Kiev, qui doit être très intéressant, un autre méditerranéen, et à lequel Rome jouera, devrait jouer, je suis très optimiste, un rôle fondamental. Et je crois qu'on pourrait tranquillement, dans une logique confédérée, et à la fois, d'une certaine manière, on peut l'appeler impériale, changer complètement la donne. Mais ça, ce sont des lignes de tendance. Évidemment, je n'arrive pas, on ne peut pas mettre ça sur en 3 jours ni en 3 ans. Simplement, si on reste sur le fédéralisme, on va s'effondrer. Mais l'idée de revenir en arrière, c'est absurde. Dans l'histoire, personne n'a revenu en arrière. Déjà, les marchés ne sont pas les mêmes, et puis il n'y a pas les satellites, comme je disais auparavant. Et puis, regardons, pendant la Grèce, le PIB de la Grèce d'un an est inférieur à celui de la Chine d'un jour. Donc, imaginez la Grèce avec ce qu'elle peut produire qui revient à la drachma. Je crois qu'elle deviendrait en 3 jours ou en 5 jours une province de la Turquie. Pourtant, donc vous êtes pour le maintien de l'euro, c'est ça? Oui. Mais pourtant, l'euro, c'est une monnaie qui est inadaptée, puisque, par exemple, ça pénalise les exportations françaises, même italiennes. C'est une monnaie qui est bien trop chère. C'est pas si vrai que cela. Alors, pourquoi c'est pas si vrai que cela? D'abord, ça pénalise pas tellement les exportations françaises, ça pénalise plutôt les exportations italiennes ou espagnoles, mais à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est une question de rivalité, si vous voulez, entre petits exportateurs dans l'Union européenne. Mais si on sort de l'euro, à part la question économique fondamentale à soi, financière fondamentale à soi, déjà, toutes les matières premières coûtent plus cher. En Italie, par exemple, l'énergie coûterait à tout foyer 30% de plus. Alors, vous êtes vraiment certain que ce soit l'euro le problème? Le problème n'est pas l'euro. Le problème, c'est que l'euro n'appartient à personne et qu'il est soumis à toutes les spéculations bancaires, en particulier des euros, c'est des Anglais. Pour moi, il faudrait expulser les Anglais de l'Union européenne, déjà, pour commencer. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et en revanche, je vois vraiment pas comment revenir en arrière ou fonder d'autres monnaies permettrait à n'importe quel pays de faire quoi que ce soit. Par rapport à la Chine, au reste. Du reste, il y a quelque chose ça m'épate, qui n'a jamais été considéré en France. C'est-à-dire, vous aviez un président du Fonds monétaire international qui était probablement le prochain président de la République française. Je parle de Dominique Strauss-Kahn. Oui. Bon, il a été pris au piège par un truc grossier sur lequel, au moins sur celui-là, il était complètement innocent, mais noté en direct télé aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'il allait faire quelques jours après? Il avait annoncé, il allait proposer que l'euro soit considéré dans un panier comme monnaie d'échange internationale. Il ne faut pas oublier que dans cette même logique, Saddam Hussein ou Kadhafi ont payé cher parce qu'ils voulaient carrément faire des échanges internationaux en euros. La chute de Strauss-Kahn, donnée par un gifle aussi grotesque et aussi humiliante comme elle a été donnée, a comporté quoi? A comporté que dans les 6 mois suivants, la bourse anglaise et la finance anglaise ont obtenu un énorme élan, un bond en avant. Et personne n'a considéré ça. Ça passait inaperçu, alors que Strauss-Kahn, c'était quelqu'un qui était en train de faire, je ne sais pas pour quelle raison, il est en train de faire les intérêts communs. Oui, mais justement, alors voilà, on nous dit, par exemple, puisque vous êtes pour conserver l'euro, mais c'est un peu, est-ce que c'est pas contradictoire parce que l'euro nous force à abandonner notre souveraineté monétaire et on a tous des intérêts divergents parce que... Vous savez depuis quand la Banque de France n'a plus de souveraineté, l'État français n'a plus de souveraineté sur la banque? Depuis Maastricht, en gros. Non, depuis 1973 avec la loi Rothschild, soi-disant loi Rothschild. Oui, la fameuse loi... Alors, ce n'est pas l'euro.
le problème de l'euro, c'est autre chose. Le problème de l'euro, c'est que très souvent, ont été fait mal les échanges par rapport de la monnaie dans laquelle on sortait à la monnaie à laquelle on rentrait. Et le deuxième problème, c'est que puisqu'il n'y a pas du tout de contrôle politique, à ce moment-là, l'euro reste dans la main de soi-disant technocrates ou experts, que ce sont normalement, dans le meilleur des cas, ce sont les plus abrutis dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ce sont, on peut le dire, des fils de pute. Et en même temps, ça reste complètement à l'abri de toute spéculation financière de l'étranger et surtout du cheval de Troie qui est toujours le même, que c'est l'Angleterre. Parce que par exemple, on parle toujours des États-Unis à juste titre, mais on ne se rend pas compte, par exemple, comme aujourd'hui, dans tout ce qui se passe, par exemple, en Ukraine, s'ils veulent à tout prix qu'il y ait un clash, c'est les Anglais. Bon, ça, on ne le remarque jamais. Et alors, le problème reste toujours le même, reste qu'on n'est pas souverain là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'en sortant de là, on serait souverain de quelque part, parce qu'on n'est pas souverain nulle part. Alors maintenant, on accuse l'euro parce que l'euro est celui sur lequel tout le monde s'effige, contre lequel ont été faites toutes les spéculations. Mais avant l'euro, il y a eu tellement de spéculations qui ont affaibli les pays. La Chine a été affaiblie alors qu'il n'avait pas l'euro par Soros. L'Angleterre et l'Italie ont été mis en genoux à l'époque. Donc ce n'est pas une question de monnaie, c'est toujours une question de relations vis-à-vis des banques. Oui, mais c'est quand même en rapport, parce que la souveraineté monétaire, c'est le moyen, parce que pour avoir, là d'ailleurs on me cite, c'est vrai, une citation de la Bible, qu'une monnaie c'est égal à un peuple, et il n'y a pas de peuple européen. Ou alors peut-être vous pensez qu'il y a un peuple européen, justement ou... Oui, je pense, oui. Il y a un peuple européen. Il y a quand même des grandes différences entre... mais il y a de grandes différences entre les Lombards et les Siciliens, hein. Il y a une grande différence même aujourd'hui entre les Bretons et les Normands. Et puis vous-même, vous venez de dire qu'il y a un énorme mélange qui s'est fait dans nos civilisations. Donc. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que par exemple aujourd'hui, parce que historiquement, par exemple, en France, on n'a pas trop de liens avec, par exemple, les pays baltes. Aujourd'hui, ils sont dans l'Union européenne, mais les Français, je ne sais pas ce qu'il en est en Italie, mais je sais qu'en France, quand on demande aux gens même de situer les pays baltes, la plupart ne savent même pas les situer sur une carte. Oui, mais ça c'est pas étonnant. Mais ce que vous n'avez jamais vu un télé de quiz en Italie, où quand on demande aux gens, par exemple, dans quelle province se trouve la région, dans quelle région, excusez-moi, se trouvent les provinces italiennes, sur 50 questions, les gens arrivent à deviner 2 ou 3, et on parle des Italiens en Italie, donc c'est pas... ce n'est pas... Parce que l'Union européenne de base, je ne sais pas si vous savez que c'est quand même un projet américain. Ce sont les Américains qui ont imposé ce projet à l'Europe occidentale. Il est vraiment... Je ne suis pas tout à fait d'accord. L'Union européenne, il ne faut pas être trop simpliste. Je veux dire, par exemple, sur la théorie du complot, je n'ai rien contre, hein. Je pense que l'histoire est faite de plein de complots, hein. Donc je ne suis pas anti-complotiste du tout, mais l'histoire est faite aussi par des dynamiques. Donc le problème, l'Union européenne est sortie de beaucoup de choses, est sortie d'une volonté ou d'un désir d'éviter la guerre en Europe, parce que ça existait malgré tout. C'est venu aussi par la Deuxième Guerre mondiale, parce que de toute façon, dans la logique de l'Axe, il y a eu une logique d'Europe qui venait aussi de Napoléon et qui est restée de toute manière de façon consciente ou inconsciente. Et en plus, c'est venu du fait que quand même nous sommes dans une époque de grands géants à niveau de marché, nous sommes en pleine mondialisation, il y a des logiques qui l'imposent. Maintenant, dans cette logique qui l'impose, évidemment, il y a ceux qui gardent plus de pouvoir sont qui comptent davantage. Donc les Américains d'un côté, les Anglais de l'autre, les Allemands de l'autre, etc., etc., etc. Et c'est quand même une question très,
très controversé. Si vous considérez, par exemple, tout le monde pense que la BCE, c'est l'Allemagne, mais la BCE, la Bundesbank, il n'y a pas toujours la même politique. Et la Bundesbank essaie très souvent de décrocher des choses à la BCE qu'elle n'obtient pas, vice-versa. Hein. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est pas si simple que ça. Et il y a pas mal d'Américains qui voudraient quand même casser l'Union européenne, alors que pour d'autres, c'est très bien. Ah oui, parce qu'on me dit, alors voilà, par exemple, il y a des réactions, on me dit immédiatement, oui, mais les Bretons et les Normands, par exemple, partagent la même histoire, mais pas les Français et les Roumains. Je ne sais pas s'ils partagent vraiment la même histoire. Il faut dire vraiment ça, un vrai Breton, un vrai Normand. Même pour moi, très souvent, on m'a dit que c'est pas le cas. Ben oui, parce que par exemple, voilà, aussi sur l'histoire des origines américaines de l'Europe, on nous dit par exemple Jean Monnet, parce que vous savez, Jean Monnet, un des pères fondateurs, hein, parce que les pères fondateurs, il y avait beaucoup de Français, et grâce aux documents déclassifiés, on sait que ces Français étaient payés par le gouvernement américain, qui d'ailleurs déclare on les traitait comme des employés, quoi. Ils étaient tous payés par le gouvernement, c'est-à-dire après la guerre, Jean Monnet, Robert Schuman. Mais bon, en Italie, c'est Gasperi, hein, en Belgique, c'est Henri Spaak, etc. Tous ces gens étaient payés par des sociétés comme l'AQE, hein, l'American Committee of United Europe. Si, mais je n'ai pas nié ceci, hein, je n'ai pas nié ceci. Simplement, ces gens-là n'ont pas fait l'Europe non plus, hein, parce que l'Europe ne s'est pas faite à cette époque-là. Donc il y a des conditions historiques. Ils ont jeté les bases. Oh, ouais, mais attendez, là on risque, parce que là, je connais l'histoire. Je m'en souviens d'un petit pamphlet qui s'appelait « Le force occulte qui mène le monde ». C'était un pamphlet qui voulait expliquer comme le juif avait tout organisé à partir du meurtre de Jésus-Christ. Donc on trouve toujours des bases comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours des bases pour tout. Mais la question ne sont pas seulement les bases. L'histoire est une évolution de choses, est un ensemble de choses. Si on comprend les dynamiques, on peut rectifier les dynamiques en changeant les rapports de force. Il y a une chose, voilà, quand je parle de psychologie réactionnaire, c'est justement ceci. Alors que on puisse avoir une réaction par rapport à quelque chose qui ne nous plaît pas, je suis tout à fait d'accord. La psychologie réactionnaire est quelque chose qui est comme un enfant. Hein? Un enfant qui est puni par ses parents, il n'en veut plus voir ses parents. Il espère qu'il y a quelqu'un qui le fait disparaître, même un accident de voiture, et après il sera libre. Mais en fait, c'est pas comme ça, parce que non seulement ses parents ne disparaissent pas, mais même si jamais ils disparaissaient, ils seraient moins libres qu'avant. Le problème, c'est ne pas de trouver le grand méchant qui est en train de te mener par le nez, c'est de ne pas te faire mener par le nez par qui que ce soit. Donc le problème, c'est l'autonomie, donc l'être capable de se prendre en main. Donc, on revient au même truc. Le problème, c'est qu'il nous manque de la virilité. Quand on est viril, on ne se pose pas ce genre de problème. Ouais, mais justement, alors c'est ça, il y a pas mal de réactions où on nous dit justement il y a une contradiction à vouloir une autonomie, une souveraineté et prôner en fait une Union européenne qui, elle, par définition, enlève les souverainetés. Alors d'abord, je ne prône pas l'Union européenne, je prône l'Europe-nation. L'Europe des nations. Voilà, pour commencer. Et par la suite, je ne sais pas, oui, je vois qu'il y a une contradiction, mais je vous répète une chose. Dans l'époque des satellites, qui n'a pas de satellite n'est pas souverain. Point. Alors, l'Union européenne peut reprendre une partie de souveraineté parce qu'elle aura une force énergétique, économique et satellitaire. Ouais. La Grèce, l'Italie, la France ne le prennent jamais. Donc, c'est comme dire, vous pouvez être nationaliste pour l'Empire. Oui, exactement, parce que l'Empire, c'est la seule chose qui permet aux nations de survivre aujourd'hui. Mais l'Empire, comme parler d'Empire, c'est bien, bon, l'Empire... C'est une conception. Oui, l'Empire... Parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement de cette notion d'empire, mais c'est un empire un peu américano-sioniste. Non, ça c'est l'impérialisme, c'est autre chose. Ah. L'empire, c'est quelque chose qui est fondé sur l'impérium, donc qui est fondé sur une racine transcendante et, comme je disais auparavant, sur une virilité requise. C'est une logique héroïque, mais une logique héroïque ne veut pas dire une logique de guerriero, hein, et héroïque c'est autre chose. Alors le problème c'est que les gens,
les gens qui sont capables de mener leur propre vie en étant maîtres de leur propre vie ne sont esclaves jamais, même pas en prison. Les gens qui ne sont pas capables de ceci seront toujours esclaves, même sur un tronc. Ça, c'est le problème. Alors, quand on continue à chercher de voir qui est le coupable de ce que nous faisons, nous sommes perdus. Parce que la première chose à se dire toujours, c'est de se regarder dans un miroir et dire le premier ennemi de toi-même, c'est toi. Si on ne commence pas par cela, on peut trouver tous les responsables qu'on veut. Mais on sera toujours des esclaves parce qu'on est des esclaves dedans. Alors, on me demande aussi, vous pensez quoi du marché transatlantique? Parce que ça, c'est un des grands Le marché, pardon? Le marché transatlantique qui se prépare. Et que c'est un très grand danger, bien sûr. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est une des finalités quand même de l'Union européenne, de fusionner avec alors, les justement, États-Unis. l'Union européenne n'a pas de finalité, ça c'est le problème. S'il avait une finalité, ça serait magnifique. L'Union européenne est un compromis, je répète, un compromis qui se trouve sans la souveraineté nécessaire et dans lequel joue un pouvoir énorme les lobbies et les commissions. Je l'ai déjà dit, je n'ai pas dit que je tiens pour la BCE ou pour Bruxelles. Je dis simplement que la façon de sortir de cette impasse, c'est une logique d'unité, voilà, unité européenne sur des bases confédérales qui nous puissent permettre d'acquérir la souveraineté que nous avons perdue et que nous ne trouverons jamais en arrière. Parce que, pourquoi jamais en arrière? D'abord pour une question qu'on peut appeler philosophique, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'élan vital, donc vont en arrière, n'ont pas d'élan vital, ne peuvent pas être en mesure d'être des titans et donc de risquer d'être des héros. Donc, premier élément, donc il n'y aurait pas l'axe interne, je veux dire. Et deuxièmement, parce que il n'y aurait pas de possibilité d'avoir de souveraineté techniquement dans le démantèlement de l'Europe. D'accord. Alors, il est 22 h, on va faire une petite pause et puis on revient juste après, donc dans une dizaine de pour Bruxelles ou pour l'Union européenne. Alors, c'est comme que quelqu'un qui se prétend nationaliste français dirait qu'il est forcément pour Hollande ou pour Bernard-Henri Lévy. Ce n'est pas ça. Alors, je ne dirais pas un nationaliste français, t'es pour BHL ou t'es pour Hollande, non? Alors, je suis européenne, je ne suis pas pour Bruxelles ou pour l'Union ou pour Maastricht, parce que ce soit clair. D'accord, ok. Bon, vous nous rassurez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ben, c'est très contradictoire d'être pro-Union européenne quelque part. Vous savez, comme dit Platon, pour ne pas être contradictoire, il suffit d'être imbécile. D'accord. Bon, bah, joli punchline. Bah, on va faire une petite pause et puis on revient juste après, on vous reprend. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc de retour bientôt avec Gabriele Adinolfi. Le temps de faire le petit réglage pour qu'on puisse l'avoir sur Skype. Et puis, dès qu'on me fait signe, eh bien, on reprend le fil de cette interview. Donc, il y a eu pas mal de questions. Je vois sur le chat pas mal de réactions. Et on va pouvoir en parler dès que c'est prêt. Ah bah voilà, on me dit que c'est prêt. Je vais pouvoir mettre... Allô? Allô? Monsieur Adinolfi, attendez. Oui, bonsoir. Ah, voilà, là c'est bon, on vous entend. Voilà, parfait. Écoutez, voilà, donc beaucoup de réactions, hein, évidemment. Et en particulier, il y a un sujet que j'aimerais bien aborder, c'est le sujet des religions, puisque j'ai vu que vous aviez quand même un slogan qui était « ni synagogue, ni mosquée ». C'est bien ça? Je n'ai pas compris. J'ai vu l'un de vos slogans qui était « ni synagogue, ni mosquée ». Je n'ai pas de slogan. Je pense que... Pas du tout. Non, je pense que ça remonte à un débat qui avait été fait dans il y a quelques années dans une journée qui était contre l'islam. Donc, où j'ai quand même expliqué qu'on faisait des raccourcis un peu trop simplistes
Parce que j'ai calculé, je fais des exemples de personnes qui ont été ou qui sont musulmans et qui sont tout à fait le contraire des ennemis de l'Europe, comme Arafat, comme Saddam Hussein, comme Assad, comme Massoud. Excusez-moi. Et j'ai dit dans la même salle, parce qu'on considérait que l'idée que les mosquées étaient quelque chose de tout à fait étrangère à la culture européenne, culture française quand même, je dis oui, pourquoi pas, mais alors pourquoi vous en prenez qu'avec les mosquées et pas par exemple avec les synagogues? C'était ça, c'était pour démontrer qu'il y avait quand même une logique un peu trop partisane et ben, c'était pas, moi je suis pas contre les mosquées, contre les synagogues, pas du tout. C'est même un faux débat pour moi. D'accord. Parce que, alors justement, ça aussi c'est un des points certainement sur lequel on doit souvent vous interroger. Il y a eu, il y a une grande immigration en Europe qui continue d'ailleurs. Ouais. Est-ce que vous êtes partisan de cette thèse du grand remplacement, que finalement c'est un danger du mondialisme d'imposer à l'Europe cette immigration massive et de noyer la population européenne, de la métisser de force? Bah, écoutez, je vous raconte une anecdote tout à fait simple. J'étais en Espagne en 1992 Ouais. et pour des raisons de travail, je rencontrais les personnes qui faisaient partie de la comment on peut dire, la junta, de l'administration, de toute la ceinture nord de Madrid. Ils étaient tous, je pense que c'était déjà le Parti populaire ou l'Alliance populaire, en fait c'était de la droite, des anciens franquistes, tous très catholiques. Ouais. Et je déjeunais avec eux au moment du travail, c'était un déjeuner de travail, et l'adjoint pour la police et pour la sécurité était à ma gauche. Alors je lui demandais comment ça se fait qu'il y a tellement d'immigrés ici, c'est à cause du gouvernement socialiste. Il m'a répondu non, c'est pas à cause du gouvernement socialiste. Au contraire, les socialistes nous appellent même en cachette pour nous dire qu'il y a trop d'immigrés, ils nous les dénoncent. Simplement, on ne peut même pas en arrêter un pour le renvoyer chez lui, que l'Église lui donne immédiatement un travail provisoire et le fait sortir. Alors, est-ce que ce grand remplacement est vraiment dû? Il y a beaucoup de choses. Il y a clairement un plan Kalergi qui a été écrit. Il y a eu un plan Morgenthau. Il y a quand même la haine pour le père qui vient des États-Unis. Il y a beaucoup de choses là-dedans, mais il y a beaucoup de choses qui viennent directement de notre côté. On a fait, avec mon centre d'études, nous avons fait une étude très, très pointue sur ce qui concerne l'immigration en Italie, et en fait, les grands problèmes de toute l'immigration sauvage, dans le sens de l'immigration sans logique, de sans-papiers, qui après finalement finissent dans des camps de concentration, etc., sont dus tous des associations humanitaires entre guillemets qui gagnent sur chaque immigré qui arrive, ils gagnent 30, 40, 50 euros par jour. Donc là aussi, c'est pas si simple que ceci. Je pense aussi que la nature est arduide, donc du moment où on fait plus d'enfants et on n'est plus conquérant, on subit la démographie des autres et la conquête des autres, qui aujourd'hui malheureusement ça se fait pas par des conquérants, mais par des esclaves, grosso modo, parce que nous sommes tous des esclaves. Mais bon, ça c'est le problème de la mondialisation actuelle. Oui, parce qu'on nous dit, par exemple, en Italie, il y en a beaucoup qui m'envoient des liens qui me disent, oui, le nombre d'étrangers a triplé en 10 ans en Italie. Parce qu'en plus, l'Italie, c'est vrai que l'Italie est particulièrement soumise à la pression migratoire. On a vu l'exemple avec Lampedusa, c'est-à-dire que c'est la porte d'entrée vers l'Europe, quoi. Oui, quoique, il faut calculer une chose, là maintenant ça a forcément changé, mais il y a 7-8 ans quand nous avons fait l'étude, les immigrés venant du sud par la mer, par un bateau en Italie, étaient les 12% des immigrés. Hein. D'accord. Parce qu'on sait qu'en Italie, il y a une forte immigration qui est utilisée, une manœuvre clandestine dans l'agriculture, dans tout un tas de secteurs. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, on est soumis à la même pression migratoire en France, à la différence que l'Italie n'a pas eu un grand empire colonial comme la France.
donc il y a eu cette pression migratoire. Donc vous pensez quoi, qu'il faille arrêter cette immigration? Alors, déjà, qu'est-ce que ça signifie arrêter? Parce que là, on arrive, c'est toujours un imaginaire comme quoi quelqu'un pense qu'il existe un pouvoir absolu, quelqu'un prend le pouvoir à décider d'aujourd'hui, ça va à gauche, ça va à droite, ça va... si vous calculez que, par exemple, Hitler n'a pas pu changer la plupart des bureaucrates pendant le Troisième Reich, vous voyez que le pouvoir absolu n'existe pas. Alors, le pouvoir est dans l'interaction par rapport aux choses. Alors, il est évident qu'on peut changer la donne. Si on change complètement la politique par rapport à la Méditerranée, par rapport à l'Est, etc., et si on change complètement la politique, surtout par rapport aux relations entre la finance et l'entreprise, et si on commence, par exemple, à créer des conditions, même des investissements ailleurs, on change complètement la vague. Mais c'est un ensemble de choses. C'est une volonté qui se fonde sur un ensemble de choses. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une loi qui dit maintenant on a assez, maintenant on a plus, maintenant on a moins. Ça marche jamais comme ça n'a jamais marché comme ça. C'est impossible. Par contre, c'est bien possible de changer les donnes. Mais on revient à la question centrale. Pour changer les vagues et pour changer la donne, il faut être maître de soi-même. Être maître de soi-même, ça veut dire comprendre qu'il faut agir, être capable de prendre à main son propre avenir. Ne pas rêver qu'il y ait un homme fort, une femme forte qui puisse avoir de pouvoir, qui peut lui permettre de faire quoi que ce soit, parce que les pouvoirs, surtout aujourd'hui, sont pratiquement inexistants si vous n'avez pas, par exemple, la CNN et les satellites, sauf si vous êtes capable de mettre vous-même au travail, de changer les choses. Si vous créez vous-même votre espace et votre petit pouvoir, vous changez la donne, surtout. Ouais. Oui, parce que on me dit aussi, ouais, c'est vrai que l'Italie, c'est un grand point de passage, c'est-à-dire que beaucoup de gens, évidemment, rejoignent l'Italie, puis après, c'est une porte d'entrée pour aller dans d'autres pays d'Europe, quoi. Mm-hmm. Et, alors, est-ce que, justement, à votre avis, il faut rendre... c'est-à-dire que pour stopper cette immigration, c'est quoi? C'est développer plutôt les pays, justement, qui sont les foyers de départ, ou alors il faut, effectivement, comme vous l'avez expliqué, que c'est très difficile de dire on va se... Excusez-moi, mais Berlusconi, avec tout le faut qu'on puisse lui considérer, il avait pratiquement, je ne dis pas stoppé, mais très ralenti l'immigration, avec des accords qu'il avait fait avec Kadhafi, qui bloquaient... Voilà. Et vous voyez, ils ont été fait tomber les deux. Mais avant que... oui, mais attendez, avant que ce soit les Américains, qui c'est qui a tiré dans les pattes de Berlusconi tout le temps à cause de l'immigration? C'est l'Église. L'Église a un grand pouvoir en Italie, justement. Oui, l'Église a un grand pouvoir en Italie, oui, bien sûr. Parce que c'est quoi est-ce que même on peut dire que, bon, évidemment, on sait tous que le siège de l'Église catholique romaine, c'est au Vatican, à Rome. Est-ce que cette influence, qui est quand même bimillénaire, elle est encore présente? Oui, mais d'une façon à laquelle les Français ne comprennent pas. Parce que les Français pensent, par exemple, les Italiens sont très religieux, ce qui n'est pas du tout le cas. Par contre, ils perçoivent l'Italie, c'était le pays de la mafia, si vous voulez. C'est-à-dire, on perçoit plus facilement, ou en fait, je ne sais pas si plus facilement, mais plus naturellement les influences. Donc, tout le monde en Italie sait que l'Église est très forte. Donc, tout le monde écoute l'Église plus comme puissance de pouvoir. Et en question religieuse. Religieusement, vous voyez, maintenant nous sommes au cinéma, l'Église fait des représentations d'un bas profil moral, d'un moral, mais de bas profil, très simpliste. On pourrait l'appeler, je veux dire, on n'a pas pour Hollywood. Donc, ce qui démontre que la relation religieuse n'est pas si forte que ça. Par contre, la psychologie, elle est beaucoup. D'accord. Alors, alors justement aussi, on me demande, j'ai une question de Michael, il me dit, on vous a vu sur une photo en train de faire le salut nazi, c'est une photo qui tourne sur Internet. C'est le salut romain, oui, bien sûr. Salut romain, oui, d'accord. Bon, que les nazis l'ont fait aussi, d'accord, ça ne me choque pas. D'accord. Alors, on me dit aussi, oui, Hitler a réduit le chômage quasiment à néant alors que la situation était catastrophique. Oui, c'est vrai. Il a mis un an. Il a mis un an, ouais.
pour réduire Ouais, le... Donc finalement, si on prend le taureau par les cornes, il y a moyen d'arriver à de grands changements quand même. oui, mais il faut toujours avoir une souveraineté réelle. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre le taureau par les cornes s'il n'y a pas une souveraineté réelle. Souveraineté réelle, ça signifie déjà avoir un marché dans lequel on peut dicter les lois et avoir le pouvoir d'être suffisamment autonome et fort. Aujourd'hui, je veux dire, nous sommes en train de parler sur quoi? Sur Skype. Oui. Donc nous sommes en train de parler par les États-Unis. Nous sommes en train de nous envoyer des chats par les États-Unis. Tout ce que nous échangeons à niveau commercial, etc., est par les Américains. La communication aussi. Alors, si on n'arrive pas à créer, par exemple, déjà l'espace asiatique, et vous avez, on l'oublie, il y a toujours la guerre entre Yahoo et Google parce que les Asiatiques essayent de prendre un Yahoo asiatique pour ne pas se faire avoir complètement par les contrôles de Google, etc. Donc, sans avoir les moyens, on n'est pas souverain. Et on revient on revient en arrière. Donc, on peut trouver toutes les solutions parfaites. Je vais vous faire un exemple. Dans avec mon centre d'études, auquel heureusement participent des gens qui sont semblables de haute qualité, en décembre 2011, donc tout de suite après qu'il y ait eu le putsch, si vous voulez, des banquiers, nous avons fait 18 points pour le relancement financier et économique de l'Italie. Ça a été débattu dans des universités, dans des mairies, dans des assemblées des provinces, etc. C'était vu par beaucoup d'experts, même contraire. Tout le monde a dit oui, vous avez raison, et avec ça, on pourrait sortir du problème en moins d'un an. Simplement, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y aura jamais la volonté politique, et même s'il y avait la volonté politique, on n'aurait pas la possibilité politique parce qu'on n'a pas la force derrière. D'accord. Alors on me demande aussi comment est-ce que les Italiens ils voient la situation française, en particulier le changement de Premier ministre avec Valls, voilà, qui annonce... Je pense que les Italiens ne savent même pas qu'il y a eu un changement de Premier ministre. Ah, ils ne savent même pas, d'accord. D'accord. Parce que nous, on a regardé cette situation italienne, du moins du temps de Monti, avec beaucoup d'inquiétude, si j'ose dire, parce que ça nous a donné le sentiment d'un espèce de coup d'État institutionnel, quoi, parce qu'il a été nommé par le public. C'était le cas, d'accord. Oui, mais les Italiens le savent pertinemment, simplement ça ne les choque pas du tout. Hein. Ce qui choque les Italiens, si le coup d'État ne le réussit pas. Si le coup d'État réussit, ils sont contents. Hein. D'accord. Et parce qu'en Italie, alors concernant l'Italie, on entend beaucoup parler de Beppe Grillo. Donc c'est un personnage qui est quoi? C'est un humoriste qui s'est mis dans la politique, c'est ça, qui est plutôt quelqu'un qui vient du monde, en tout cas du spectacle, et aujourd'hui qui apparemment son parti a quand même récolté pas mal de voix aux dernières élections. C'est un Coluche et Poujade, si vous voulez. Ouais. Et vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est sérieux? C'est non? C'est compliqué. C'est compliqué parce que lui, il a quand même une culture même politique, économique, je ne sais pas. Enfin, il pense avoir une culture économique. Il a quand même une culture politique assez significative. Il fait du populisme démagogique très, bon, je retrouve assez d'une gamme assez basse. En fait, il joue quand même le mécontentement global, un peu surtout parce qu'il est contradictoire. Hein, et parfois, par exemple, il est pour le Ius Sanguinis, pour le Ius Soli, et pour le Ius Sanguinis et puis pour le Ius Soli. Enfin, il joue un peu là-dessus. Et je ne vois pas en quoi servirait-il si ce n'était que pour canaliser probablement à son insu, la psychologie réactionnaire, comme on disait auparavant,
sans faire tomber les équilibres existants en Italie. Mais si les équilibres existants en Italie tomberaient, ça ne changerait pas nécessairement mieux. On a déjà vu quand le passage de la première à la deuxième République, c'était encore tout le monde a applaudi, mais c'était un passage au pire. Ce n'est pas simplement parce qu'on a de bonnes protestations qu'on est capable de faire quoi que ce soit. Et je ne vois aucune vision d'ensemble d'un mouvement de Beppe Grillo. Alors, il y a un peu de tout. C'est un phénomène intéressant, mais c'est un phénomène.